Les mots peuvent parfois vous transpercer comme des poignards. Ces quelques phrases entendues par hasard un mardi de septembre ont bouleversé ma vie entière. Cette famille me dégoûte. Une mère idiote et un fils cocu. Ces paroles cruelles, prononcées par celle que je considérais comme ma fille depuis 15 ans, m'ont glacé le sang. Moi, Madeleine Fournier, 65 ans, ancienne professeure de littérature à la retraite. Je venais de découvrir que notre vie familiale n'était qu'un château de cartes patiemment construit sur des mensonges. Je n'oublierai jamais cette journée. Le ciel de Paris affichait ce bleu particulier qu'on ne voit qu'en début d'automne. J'avais passé l'après-midi au jardin du Luxembourg, comme je le faisais souvent depuis mon veuvage. Mon mari François nous a quittés il y a 5 ans, me laissant seul dans notre appartement de la résidence Les Marronniers, dans le 16e arrondissement. Ce jour-là, j'avais emporté un recueil de poèmes de Prévert pour le lire sur mon banc préféré, celui qui fait face au grand bassin. Vers 17 heures, alors que la lumière commençait à décliner, j'ai réalisé que j'avais oublié mes lunettes de lecture sur ce même banc. Le trajet du retour m'a paru interminable. J'ai pris le métro ligne 4 jusqu'à Saint-Placide, puis j'ai marché les quelques rues qui me séparaient de notre résidence. L'immeuble haussmannien se dressait, majestueux comme toujours, avec ses balcons en fer forgé et ses fenêtres hautes. J'étais presque arrivée quand j'ai remarqué que la porte du petit jardin latéral était entr'ouverte. C'est là que je l'ai entendue. Céline, la femme de mon fils Pascal, était assise sur le banc en pierre, parlant à voix basse avec notre voisin, Monsieur Bernard du 3e étage. Je me suis arrêtée instinctivement, ne voulant pas interrompre leur conversation. C'est alors que ces mots terribles ont franchi ses lèvres, avec une froideur que je ne lui connaissais pas. Cette famille me dégoûte, une mère idiote et un fils cocu. Je n'en peux plus de cette mascarade, de prétendre que tout va bien, que je suis heureuse dans ce mariage. Pascal est un faible, il travaille comme un damné dans son cabinet d'architecture et ne voit même pas ce qui se passe sous son nez. Mon cœur s'est arrêté de battre pendant un instant. Mes jambes ont faibli et j'ai dû m'appuyer contre le mur de l'entrée pour ne pas m'effondrer. Cette voix pleine de mépris, était-ce vraiment celle de Céline? Cette femme que mon fils aimait depuis 15 ans, la mère de mes petits-enfants, Amélie et Thomas, celle à qui j'avais offert la bague en diamant héritée de ma propre mère. Et la belle-mère, avait-elle poursuivi avec un rire cruel que je n'avais jamais entendu auparavant. Cette vieille croit tout savoir, elle se mêle de tout. Si elle savait que pendant qu'elle s'immisce dans ma vie, je vis la mienne comme je l'entends, et l'imbécile de Pascal ne se doute de rien. Monsieur Bernard avait semblé mal à l'aise. Sa réponse était inaudible pour moi. Céline avait continué. « Ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. Bientôt, je réglerai cette situation. Il me faut juste un peu plus de temps. » À cet instant précis, quelque chose s'est transformé en moi à jamais. La Madeleine douce, patiente et confiante a laissé place à une femme déterminée à protéger sa famille. Je suis remontée dans mon appartement sans faire de bruit, oubliant complètement mes lunettes. Je me suis assise dans le fauteuil bergère que François aimait tant, fixant le portrait familial accroché au mur. Moi, Pascal, Céline et mes 2 petits-enfants, tous souriant devant la scène. Cette photo avait été prise il y a à peine 6 mois pour les 42 ans de Pascal. Comment était-il possible que derrière ce sourire se cache tant de mépris? Que dissimulait d'autres Céline? Et que voulait-elle dire par « régler cette situation » ? Mon esprit, habituellement si paisible, s'est transformé en un tourbillon de pensées. J'ai commencé à me remémorer de petits détails qui semblaient insignifiants auparavant. Les appels téléphoniques que Céline interrompait dès que quelqu'un entrait dans la pièce, ses sorties nocturnes de plus en plus fréquentes pour des réunions de travail, son comportement de plus en plus distant avec Pascal, son intérêt soudain pour les finances du cabinet d'architecture de mon fils. Je suis restée immobile pendant des heures. J'ai vu le soleil se coucher à travers la fenêtre de mon appartement au 3e étage. Je n'ai pas répondu quand le téléphone a sonné. Je ne pouvais penser à rien d'autre qu'à ces paroles cruelles et à ce qu'elles signifiaient. Mon fils, mon Pascal, était trompé. Et moi aussi. La nuit est tombée, et avec elle, la certitude que je ne pouvais pas simplement confronter Céline. Si elle préparait quelque chose, une confrontation directe ne ferait que la rendre plus prudente. Non, je devais être plus rusée. Je devais découvrir exactement ce qui se passait avant d'agir.
Pendant des années, j'avais observé la vie des autres depuis mon bureau de professeur. J'avais conseillé, écouté des secrets, appris à lire les gens. Maintenant, j'utiliserai cette expérience pour protéger ma famille. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis restée éveillée, réfléchissant à la manière de procéder. Au petit matin, j'avais pris ma décision. J'enquêterai sur Céline. Je découvrirai qui était vraiment cette femme qui était entrée dans notre famille il y a 15 ans et ce qu'elle préparait. Je n'ai jamais été du genre à prendre des décisions impulsives. J'ai toujours beaucoup réfléchi avant d'agir. Mais maintenant, à 65 ans, veuve et retraitée, j'avais du temps, de la détermination et surtout l'amour inconditionnel d'une mère prête à tout pour protéger son fils. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon amie de toujours, Sylvie Lambert, que tout le monde appelle Sylvie. J'avais besoin d'une alliée, quelqu'un en qui je pouvais avoir une confiance absolue. Sylvie n'était pas seulement ma meilleure amie depuis plus de 4 décennies, mais elle connaissait aussi des personnes influentes dans la ville. Son défunt mari avait été magistrat et elle entretenait encore des contacts dans la police. « Sylvie, je dois te voir aujourd'hui. »« C'est urgent et je ne peux pas en parler au téléphone, » lui ai-je dit, essayant de garder une voix ferme. « Que se passe-t-il, Madeleine? Tu vas bien ?» L'inquiétude dans sa voix était évidente. « Physiquement, oui, mais j'ai découvert quelque chose qui m'a profondément bouleversée. Pouvons-nous nous retrouver au café le petit matin dans 1 heure? » « Bien sûr, j'y serai. » J'ai raccroché et je suis allée me préparer. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu dans mes yeux une détermination que je n'avais pas vue depuis longtemps. Moi, qui avais toujours été connue pour ma douceur et ma patience, je ressentais maintenant une force intérieure dont j'ignorais l'existence. Cette femme ne détruirait pas ma famille, pas tant que je serais vivante. Je suis sortie de chez moi avec un plan initial qui se formait dans mon esprit. Je devais être discrète, prudente et surtout intelligente. Je ne pouvais donner aucun indice à Céline que je soupçonnais quelque chose. Je devais continuer à être la belle-mère aimable et serviable de toujours, tout en découvrant dans l'ombre qui était vraiment la femme que mon fils avait épousée. Peut-être vous demandez-vous comment une femme de mon âge aurait le courage d'affronter une telle situation. Comment moi, qui ai toujours été si pacifique et traditionnelle, je me transformerais en enquêtrice. La réponse est simple, par amour. L'amour d'une mère est capable de prouesses extraordinaires, et j'étais sur le point de le démontrer. En descendant les escaliers de l'immeuble, j'ai croisé Monsieur Lucien Mercier, mon voisin du 4e étage. Ancien policier à la retraite, Lucien avait toujours été bienveillant envers moi depuis le décès de François. Il a immédiatement remarqué mon expression troublée. « Madame Fournier, vous semblez préoccupée. Tout va bien ?» J'ai hésité un instant. Pouvais-je lui faire confiance? Puis je me suis souvenu que Lucien avait été l'un des premiers à m'aider après la mort de François, m'apportant des repas, s'assurant que je ne manquais de rien. Si quelqu'un pouvait comprendre ma situation et peut-être même m'aider, c'était bien lui. « Monsieur Mercier, Lucien, j'ai entendu quelque chose de très troublant hier concernant ma belle-fille. » Son regard s'est fait plus attentif. « Voulez-vous en parler? Pas ici dans l'escalier, bien sûr, mais peut-être plus tard. »« Oui, j'aimerais beaucoup. Peut-être pourriez-vous me rejoindre au café le petit matin? J'y retrouve déjà Sylvie, mais votre expérience pourrait nous être précieuse. » Il a accepté sans hésitation. Et nous avons convenu qu'il nous rejoindrait 1 demi-heure après mon rendez-vous initial avec Sylvie. Alors que je continuais ma descente vers la sortie, je me suis sentie un peu moins seule. Je commençais à rassembler des alliés dans cette bataille dont je ne connaissais pas encore l'ampleur. Le chemin jusqu'au café m'a semblé interminable. Les rues parisiennes, d'habitude si pleines de vie et de beauté à mes yeux, paraissaient menaçantes ce matin-là. Chaque passant me semblait suspect, comme si tout le monde était complice d'un vaste complot contre ma famille. Je savais que c'était irrationnel, mais la peur et la colère avaient maintenant commencé à déformer ma perception. Le café, le petit matin, était un établissement typiquement parisien, avec ses tables en terrasse et son comptoir en zinc à l'intérieur. Sylvie m'attendait déjà, élégante comme toujours, dans son tailleur bleu marine, ses cheveux gris coupés courts, encadrant un visage encore beau malgré les années. Quand nos regards se sont croisés, elle a immédiatement compris que quelque chose de grave s'était produit. Je me suis assise en face d'elle
commandant un café serré, chose que je faisais rarement. Mais ce jour-là, j'avais besoin de toute l'énergie possible. J'ai pris une profonde inspiration, prête à partager mon fardeau avec la femme qui avait été à mes côtés dans tous les moments importants de ma vie, les joyeux comme les tragiques. Sylvie, ce que je vais te dire va te sembler incroyable, peut-être même paranoïaque, mais je t'assure que c'est la vérité et j'ai besoin de ton aide plus que jamais. Elle a posé sa main sur la mienne, m'encourageant silencieusement à continuer. Et c'est alors que j'ai commencé à lui raconter ce que j'avais entendu, mot pour mot, dans le jardin de notre résidence. À mesure que je parlais, je voyais son expression passer de la préoccupation à l'indignation. Sylvie m'écoutait attentivement, son visage trahissant une inquiétude grandissante. Lorsque j'eus terminé mon récit, elle serra ma main dans la sienne. « Madeleine, c'est extrêmement grave. Si ce que tu as entendu est vrai, ton fils pourrait être en danger, pas seulement émotionnel, mais aussi financier. » C'est à ce moment précis que Lucien Mercier est arrivé au café. Je l'ai présenté à Sylvie et nous lui avons expliqué la situation. Son visage s'est assombri au fur et à mesure de mon récit. « Madame Fournier, dans ma carrière de policier, j'ai vu des cas similaires. Des personnes qui s'infiltrent dans des familles aisées avec un objectif précis. Ce qui m'inquiète, c'est la durée. 15 ans, c'est inhabituel pour une simple escroquerie. Mais pourquoi attendre si longtemps ? Ai-je demandé perplexe. Peut-être que l'entreprise de votre fils n'était pas assez lucrative jusqu'à récemment, a suggéré Sylvie. Le cabinet d'architecture Fournier & Associés a décroché ce gros contrat pour le nouveau complexe culturel il y a seulement 2 ans, n'est-ce pas? J'ai acquiescé, sentant un frisson me parcourir. Pascal avait effectivement connu un succès fulgurant ces dernières années. Son cabinet, autrefois modeste, était devenu l'un des plus recherchés de Paris après qu'il eut remporté le concours pour la rénovation de l'ancien théâtre de la Porte Saint-Martin. « Il faut procéder méthodiquement », a déclaré Lucien. « D'abord, nous devons vérifier qui est réellement Céline Moreau. Ensuite, surveiller ses mouvements, ses contacts et surtout, ne rien dire à Pascal pour l'instant. S'il confronte sa femme prématurément, elle pourrait disparaître avec ce qu'elle a déjà obtenu. L'idée de cacher quelque chose d'aussi important à mon fils me déchirait le cœur. Mais je comprenais la logique implacable de Lucien. « Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider », a ajouté Lucien. Antoine Roussel, un ancien collègue devenu détective privé. Il est discret et efficace. Sylvie a sorti son carnet et a noté le nom. Je vais vérifier les antécédents de Céline par mes propres moyens. J'ai encore des contacts au palais de justice qui peuvent consulter des bases de données sans éveiller les soupçons. Nous avons passé les 2 heures suivantes à établir un plan d'action. J'avais l'impression d'être dans un de ces romans policiers que j'aimais tant lire, sauf que cette fois, le drame se jouait dans ma propre vie. En quittant le café, j'ai ressenti un mélange étrange de peur et de détermination. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais un objectif clair, protéger ma famille, quoi qu'il en coûte. Les jours suivants ont été un exercice de self-control permanent. Chaque fois que je croisais Céline dans l'immeuble ou lors de nos repas familiaux du dimanche, je devais feindre l'ignorance, sourire et discuter comme si rien n'avait changé. Observer cette femme que je croyais connaître avec ce nouveau regard était déstabilisant. Ses gestes, son sourire, ses paroles, tout me semblait maintenant calculé, artificiel. Le dimanche suivant, toute la famille s'est réunie dans mon appartement pour notre traditionnel déjeuner. Pascal est arrivé avec Céline et les enfants, comme d'habitude. Amélie, ma petite fille de 16 ans, m'a embrassé chaleureusement. Son frère Thomas, 12 ans, a immédiatement filé vers la bibliothèque où je gardais sa collection de bandes dessinées. « Maman, tu as l'air fatiguée » a remarqué Pascal en m'embrassant. « Tout va bien ?» J'ai forcé un sourire. « Juste quelques nuits d'insomnie, rien de grave. » Céline s'est approchée, m'offrant cette accolade qui me semblait maintenant si fausse. « Vous devriez essayer les tisanes que je vous ai offertes pour Noël, belle maman. Elles font des merveilles pour le sommeil. » Son sourire était le même qu'avant, mais je ne pouvais m'empêcher d'y chercher des traces de duplicité. Comment avais-je pu être si aveugle pendant toutes ces années? Pendant le repas, j'ai observé attentivement les interactions entre Pascal et Céline. Mon fils était toujours aussi prévenant et amoureux. Il parlait avec enthousiasme de son nouveau projet, un écoquartier en banlieue parisienne.
Céline l'écoutait avec un intérêt apparent, posant des questions sur le budget, les investisseurs, le calendrier, des questions qui me paraissaient maintenant terriblement calculées. « Et l'avance a déjà été versée ?» a-t-elle demandé innocemment. « Oui, 2 millions d'euros », a répondu Pascal avec fierté. « C'est sur notre compte joint pour l'instant, mais je vais transférer la majorité sur le compte professionnel demain. » J'ai failli m'étrangler avec mon vin. 2 millions d'euros à portée de main de cette femme que je soupçonnais désormais d'être une arnaqueuse. J'ai échangé un regard discret avec Amélie, qui semblait elle aussi troublée par quelque chose. Après le repas, pendant que Céline aidait Thomas avec ses devoirs dans le salon, Amélie m'a rejointe dans la cuisine sous prétexte de m'aider à faire la vaisselle. « Grand-mère » a-t-elle murmuré, « il y a quelque chose d'étrange avec maman ces derniers temps. » Mon cœur s'est serré. « Que veux-tu dire, ma chérie ? Je l'ai entendue au téléphone hier soir, parlant en anglais. Elle croyait que j'étais sortie avec mes amis, mais j'étais rentrée plus tôt. Elle disait des choses comme « Everything is in place » et « 2 more weeks ». Et quand elle m'a vue, elle a raccroché immédiatement. Les mains tremblantes, j'ai continué à essuyer une assiette déjà sèche. Peut-être un client étranger de l'agence immobilière. Amélie a secoué la tête. Non, grand-mère. Elle a aussi dit « He suspects nothing ». Je ne suis pas idiote. Je sais qu'elle parlait de papa. Ma petite fille était perspicace. Trop peut-être pour son propre bien. Je ne voulais pas l'impliquer dans cette sordide affaire, mais elle était déjà sur la piste. Amélie, écoute-moi. Pour l'instant, ne dis rien à ton père ni à ta mère de ce que tu as entendu. Promets-le-moi. Tu sais quelque chose, n'est-ce pas? Ses yeux bleus, si semblables à ceux de Pascal, me scrutaient intensément. J'enquête sur certaines choses. Fais-moi confiance, d'accord? Je te promets que je protégerai notre famille. Elle a hoché la tête et nous avons été interrompus par l'arrivée de Céline dans la cuisine. Avait-elle entendu notre conversation? Son visage ne trahissait rien. Le lendemain matin, Antoine Roussel, le détective recommandé par Lucien, est venu à mon appartement. C'était un homme d'une 50aine d'années, avec des yeux vifs qui semblaient tout observer. Il a écouté mon récit sans m'interrompre, prenant des notes dans un petit carnet. « Je vais commencer la surveillance dès aujourd'hui », a-t-il dit. « J'aurai besoin d'une photo récente de votre belle-fille et de son emploi du temps habituel. » Je lui ai fourni tout ce qu'il demandait, y compris les 3 000 € d'avance qu'il exigeait pour ses services. Jamais je n'aurais imaginé dépenser une telle somme pour faire suivre un membre de ma famille, mais je n'avais pas le choix. « Une dernière chose, Madame Fournier », a-t-il ajouté avant de partir. « Ne changez rien à votre comportement. Agissez normalement comme si tout allait bien. Les personnes comme votre belle-fille, si vos soupçons sont fondés, ont un 6e sens pour détecter quand quelqu'un est sur leur piste. Les jours suivants ont été parmi les plus longs de ma vie. J'attendais avec impatience les rapports d'Antoine, tout en maintenant une façade de normalité dans mes interactions avec Céline et Pascal. Chaque coup de téléphone, chaque message me faisait sursauter. Le premier rapport est arrivé 3 jours plus tard. Antoine m'a rejointe au jardin du Luxembourg, s'asseyant discrètement à côté de moi sur mon banc habituel. Elle ne va pas à l'agence immobilière Rive Gauche les soirs où elle prétend avoir des réunions, a-t-il annoncé sans préambule. Elle se rend au gymnase olympique dans le 15e arrondissement, où elle rencontre un homme nommé Victor Blanc. Mon cœur s'est serré. Un amant? Possible, mais je pense qu'il y a plus. Ils ne se comportent pas comme des amants classiques. Ils discutent avec animation, échangent des documents. J'ai réussi à prendre quelques photos à distance. Il m'a tendu une enveloppe contenant plusieurs clichés. Céline et un homme grand et athlétique, assis à une table de café près du gymnase. Ils se tenaient à la main sur une photo, mais sur les autres, ils semblaient absorbés par des papiers étalés devant eux. Il y a autre chose, Madame Fournier. J'ai fait des recherches préliminaires sur Céline Moreau. Avant son arrivée à Paris, il y a 16 ans, cette personne n'existait pas. Comment est-ce possible? Ai-je demandé abasourdi. Les documents d'identité peuvent être falsifiés. J'ai vérifié auprès de contacts à la préfecture. Son acte de naissance de Lyon semble authentique à première vue, mais en creusant, on découvre des incohérences. La maternité indiquée avait fermé 2 ans avant sa supposée naissance. J'ai senti le sang quitter mon visage. Qui était cette femme qui partageait la vie de mon fils depuis 15 ans? Qui avait donné naissance à mes petits-enfants? Continuez à chercher, ai-je ordonné. Une détermination nouvelle dans ma voix. Je veux savoir qui elle est réellement
et ce qu'elle prépare avec ce Victor blanc. Pendant ce temps, Sylvie avait également avancé dans ses propres recherches. Nous nous sommes retrouvés le lendemain au café le petit matin. « J'ai trouvé quelque chose d'inquiétant », m'a-t-elle confié, baissant la voix bien que nous soyons seuls dans notre coin. Il y a 6 ans, une plainte a été déposée contre une certaine Claire Dubois à Marseille pour escroquerie. La victime, un homme d'affaires, affirmait qu'elle avait disparu avec 200 000 € après 1 an de relation. La plainte a été classée sans suite faute de preuves suffisantes. Mais la description physique correspond à Céline et j'ai réussi à obtenir une photo du dossier. Elle m'a montré une image sur son téléphone. Bien que la qualité soit médiocre, le visage était indéniablement celui de ma belle-fille, avec des cheveux plus courts et teints en roux. Ce n'est pas tout, a poursuivi Sylvie. J'ai trouvé 2 autres cas similaires, une Isabelle Lenoir à Bordeaux en 2005 et une Marie Fourquet à Lyon en 2003. Même modus operandi, séduction d'hommes fortunés, disparition avec des sommes importantes. Mais pourquoi rester si longtemps avec Pascal? Pourquoi avoir des enfants avec lui si son but était simplement de le voler? Peut-être que ton fils représentait un investissement à long terme. Il avait du potentiel quand elle l'a rencontré. Mais ce n'est que récemment que son cabinet a vraiment décollé. Et les enfants, ils pourraient être une couverture parfaite, un moyen d'établir sa légitimité et la confiance de la famille. Cette idée me glaçait le sang. Utiliser des enfants comme partie d'une escroquerie semblait d'une cruauté inimaginable. Pourtant, les preuves s'accumulaient. Une semaine après le début de l'enquête, j'ai décidé de prendre un risque calculé. Profitant d'une journée où toute la famille était sortie, Pascal au bureau, Céline supposément à l'agence immobilière, les enfants à l'école, je me suis introduite dans leur appartement. En tant que grand-mère, j'avais les clés pour les urgences. Mon cœur battait la chamade tandis que je fouillais méthodiquement leur domicile. La chambre principale, le salon, la cuisine, rien d'inhabituel. Puis je suis entrée dans ce que Céline appelait son bureau, une petite pièce où elle prétendait gérer les affaires de l'agence immobilière depuis la maison. Le bureau était impeccablement rangé, presque trop parfait. J'ai examiné les tiroirs, les classeurs, cherchant quelque chose, n'importe quoi qui pourrait confirmer ou infirmer mes soupçons. C'est alors que j'ai remarqué un livre sur l'étagère, Les Misérables, de Victor Hugo. Il semblait légèrement de travers par rapport aux autres. En le tirant, j'ai découvert qu'il était creux et à l'intérieur se trouvait une petite clé. Les mains tremblantes, j'ai cherché ce que cette clé pourrait ouvrir. Il n'y avait pas de coffre-fort visible dans la pièce. J'ai scruté les murs, tâté le sol, jusqu'à ce que mon regard s'arrête sur un tableau représentant la côte normande. Il était légèrement incliné. En le déplaçant, j'ai découvert un petit coffre-fort encastré dans le mur. Avec des doigts tremblants, j'ai inséré la clé et tourné. Le coffre s'est ouvert avec un déclic presque inaudible. À l'intérieur se trouvaient plusieurs passeports, des liasses d'euros et de dollars et une clé USB. J'ai examiné les passeports. Ils étaient tous au nom de femmes différentes. Isabelle Lenoir, Claire Dubois, Marie Fourquet, mais chacun portait la photo de Céline. Mon sang s'est glacé. Les noms correspondaient exactement à ceux que Sylvie avait découverts. Soudain, j'ai entendu le bruit d'une clé dans la serrure de l'entrée. Quelqu'un rentrait. J'ai rapidement remis les documents dans le coffre, les refermés, replacé le tableau et remis Les Misérables sur l'étagère. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'on pouvait l'entendre dans tout l'appartement. J'ai à peine eu le temps de sortir du bureau et de me diriger vers la cuisine quand la porte d'entrée s'est ouverte. C'était Céline. « Belle maman !» s'est-elle exclamée, surprise. « Je ne savais pas que vous deviez passer. »« Oh Céline, tu m'as fait peur !» ai-je répondu, feignant la surprise. Je passais juste prendre cette recette de tarte aux pommes que Pascal aime tant. Je l'ai laissée dans votre cuisine la dernière fois. Elle m'a regardé fixement, ses yeux verts semblant sonder mon âme. Y avait-il du soupçon dans ce regard? Ou était-ce mon imagination? Bien sûr, a-t-elle dit finalement avec ce sourire que je trouvais maintenant si faux. La recette doit être dans le tiroir avec les autres. Laissez-moi vous aider à la chercher. Nous avons passé les minutes suivantes à chercher une recette imaginaire, pendant que mon esprit tournait à toute vitesse. J'avais désormais la confirmation de mes pires craintes. Ma belle-fille était une imposteur, une femme aux multiples identités, probablement une criminelle professionnelle, et elle était sur le point de frapper.
En quittant leur appartement, j'ai appelé Antoine depuis l'ascenseur. « J'ai besoin de vous voir immédiatement », lui ai-je dit sans préambule. J'ai découvert quelque chose d'important. Nous nous sommes retrouvés 1 heure plus tard dans un petit café discret du 17e arrondissement, loin de notre quartier habituel. Je lui ai raconté ma découverte, consciente de l'énormité de ce que j'avançais. « Vous avez pris un risque considérable, Madame Fournier », m'a-t-il réprimandé. « Si elle vous avait surprise en train de fouiller, je sais, mais je devais être sûre. Et maintenant, je le suis. Ma belle-fille est une criminelle qui utilise de multiples identités. Elle a un coffre-fort rempli de passeports et d'argent liquide. Et elle prépare quelque chose avec ce Victor Blanc. » Antoine a noté tous les détails, puis a sorti son téléphone. Je vais vérifier ses noms dans mes bases de données. Si elle a opéré sous ces identités, il pourrait y avoir des alertes, des plaintes non classées. Pendant qu'il tapait frénétiquement sur son téléphone, je repensais à ces 15 années de vie commune avec cette femme. Les anniversaires, les Noëls, les vacances en famille. Tout n'avait été qu'un mensonge, une mise en scène élaborée pour gagner notre confiance et ultimement nous voler. « Madame Fournier ?» La voix d'Antoine m'a tiré de mes pensées. « J'ai trouvé quelque chose. Isabelle Lenoir est recherchée dans 3 pays pour escroquerie et usage de faux. Claire Dubois a fait l'objet d'un mandat d'arrêt en Belgique pour des faits similaires. Quant à Marie Fourquet, elle est suspectée d'avoir détourné près d'1 million d'euros à un industriel lyonnais en 2003. « Mon Dieu !» ai-je murmuré. « Nous avons hébergé une criminelle internationale pendant 15 ans. » « Ce n'est pas tout, » a-t-il poursuivi. « J'ai réussi à identifier Victor Blanc. Il a été arrêté 2 fois pour fraude, mais jamais condamné faute de preuves. Il est connu pour être un expert en transferts financiers internationaux et en identité fictive. Les pièces du puzzle s'assemblaient, formant une image terrifiante. Céline, ou quel que soit son vrai nom, préparait un coup contre mon fils, probablement le plus important de sa carrière criminelle. Et il fallait l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. « Que faisons-nous maintenant ?» ai-je demandé, sentant l'urgence de la situation. « Nous devons intensifier la surveillance. Et il est temps d'impliquer votre fils, Madame Fournier. S'il y a 2 millions d'euros en jeu, comme vous l'avez mentionné, elle pourrait frapper à tout moment. » L'idée de confronter Pascal avec cette vérité me brisait le cœur. Comment lui dire que la femme qu'il aimait, la mère de ses enfants, n'était qu'une illusion? Comment lui expliquer qu'il avait partagé sa vie, son lit, ses rêves avec une criminelle qui n'attendait que le moment propice pour le dépouiller? Pourtant, je n'avais pas le choix. L'amour d'une mère signifie parfois être porteuse de vérités douloureuses pour protéger son enfant. Et c'est exactement ce que j'allais faire, quel qu'en soit le coût émotionnel. Comment annoncer à son fils que la femme qu'il aime depuis 15 ans n'est qu'une illusion? Cette question me torturait alors que je prenais le chemin de l'étude notariale Lenoir, où j'avais donné rendez-vous à Pascal. J'avais prétexté une urgence concernant la succession de son père, un sujet suffisamment important pour qu'il quitte son bureau en pleine journée. Maître Philippe Lenoir, notre notaire de famille depuis des décennies, m'avait accordé l'usage de son bureau pour cette conversation délicate. Ami de longue date de mon défunt mari, il était l'une des rares personnes à qui j'avais osé confier mes soupçons. Sa discrétion était absolue et son expertise juridique pourrait s'avérer précieuse si mes craintes se confirmaient. L'étude était située dans un hôtel particulier du Marais, avec ses boiseries anciennes et son ambiance feutrée. J'étais arrivé en avance et Maître Lenoir m'avait accueilli avec une tasse de thé et des paroles rassurantes. « Madame Fournier, êtes-vous certaine de vouloir procéder ainsi? La vérité peut être dévastatrice. Je n'ai pas le choix, Philippe. Si j'attends, elle pourrait disparaître avec l'argent de Pascal. 2 millions d'euros sont en jeu, sans parler de ce qu'elle pourrait encore lui soutirer. » Il a hoché la tête gravement. « J'ai préparé les documents que vous m'avez demandés. Des mesures conservatoires pour bloquer les comptes joints au cas où. Mais il faudra la signature de votre fils. » Antoine Roussel est arrivé peu après, portant une épaisse chemise contenant toutes les preuves rassemblées, photos de surveillance, copies des faux passeports, rapports de recherche, témoignages des anciennes victimes qu'il avait réussi à contacter. Un dossier accablant contre la femme que mon fils croyait connaître. À 14 heures précises, Pascal est entré dans l'étude. Grand et élancé comme son père, il avait cet air préoccupé des hommes trop absorbés par leur travail. Quand il m'a vu en compagnie d'Antoine et du notaire,
Son expression est passée de la surprise à l'inquiétude. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas à propos de l'héritage de papa, n'est-ce pas? » « Non, mon fils. Assieds-toi, s'il te plaît. Ce que j'ai à te dire est difficile, mais nécessaire. » Il s'est installé, perplexe, regardant tour à tour chacun d'entre nous. J'ai pris une profonde inspiration, cherchant le courage de briser son monde. « Pascal, depuis quelques semaines, j'ai découvert des choses troublantes concernant Céline. Des choses que tu dois savoir, même si cela va te faire souffrir. »« Céline? Qu'est-ce que tu racontes, maman ?» J'ai commencé par le commencement, lui racontant la conversation que j'avais surprise dans le jardin, mes soupçons grandissant, l'engagement d'Antoine pour surveiller Céline. À mesure que je parlais, je voyais son visage se décomposer, passant de l'incrédulité à la colère, puis à une douleur profonde qui me brisait le cœur. « C'est absurde », a-t-il murmuré quand j'ai terminé mon récit. « Céline et moi sommes mariés depuis 15 ans. Nous avons 2 enfants ensemble. Elle ne peut pas être ce que tu prétends. Monsieur Fournier, est intervenu Antoine. Je comprends votre réaction, mais les preuves sont substantielles. Il a ouvert sa chemise et a commencé à présenter méthodiquement chaque élément. Les photos de Céline avec Victor Blanc, les relevés de compte montrant des transferts suspects vers des destinations offshore, les copies des faux passeports trouvés dans le coffre-fort. J'ai également retrouvé et interrogé 3 de ses anciennes victimes, a poursuivi Antoine. Carlos Mendoza à Madrid, Pierre Duval à Bruxelles et Marcus Stein à Munich. Tous ont formellement identifié votre femme comme étant la personne qui les a escroqués sous différentes identités. Pascal fixait les documents, les photos, les rapports, comme s'il s'agissait d'objets d'un autre monde. Je pouvais presque voir son esprit lutter contre cette réalité insupportable. « Et ça ?» a demandé Antoine, sortant un enregistreur. « C'est une conversation entre votre femme et Victor Blanc, captée hier au café de la Rotonde. Il a appuyé sur play et la voix claire de Céline a rempli la pièce. Le transfert principal doit être fait avant vendredi. 2 millions directement sur le compte au Caïman, le reste fragmenté comme d'habitude. Il ne se doute de rien. Il est trop occupé avec son nouveau projet. Et les enfants ? Demandait la voix masculine que j'identifiais maintenant comme celle de Victor. Un silence, puis « C'est la partie la plus difficile, mais je ne peux pas les emmener. » Il ralentirait tout et Pascal lancerait une alerte enlèvement immédiatement. « Donc tu les abandonnes après 15 ans ?» Nouveau silence. « Je n'ai pas le choix. C'est le business. » Antoine a arrêté l'enregistrement. Le visage de Pascal était livide. Ses mains tremblaient. « Ce n'est pas possible » a-t-il murmuré, mais sa voix manquait de conviction. « Pourquoi ? Pourquoi 15 ans ? Pourquoi des enfants ? » D'après nos recherches, a expliqué Antoine, votre cabinet d'architecture n'est devenu vraiment rentable que ces 2 dernières années, avec le projet du théâtre et les contrats qui ont suivi. Avant cela, vous étiez prometteur, mais pas encore la cible idéale. Elle a été patiente, plus que ses précédentes escroqueries qui duraient généralement moins d'1 an. Et les enfants ? J'ai pris la main de mon fils dans la mienne. Ils ont probablement été sa couverture parfaite, sa façon de s'ancrer dans notre famille, au-delà de tout soupçon. Pascal s'est levé brusquement, le visage déformé par la douleur et la rage. Je dois lui parler. Je dois l'entendre de sa bouche. Non, nous avons tous parlé en même temps, Antoine, Maître Lenoir et moi. Si vous la confrontez maintenant, a expliqué Antoine, elle disparaîtra avec ce qu'elle a déjà réussi à détourner. Et croyez-moi, il y en a plus que vous ne pensez. Nous avons retracé des transferts vers des comptes offshore, totalisant déjà près de 500 000 € ces 6 derniers mois. Pascal est retombé sur sa chaise, anéanti. « Comment ai-je pu être aussi aveugle ? Elle est professionnelle, » a dit doucement Antoine. Ses victimes précédentes étaient des hommes intelligents, accomplis. Ne vous blâmez pas. Maître Lenoir a posé devant Pascal les documents juridiques qu'il avait préparés. Ces papiers vous permettront de bloquer immédiatement vos comptes joints et de protéger vos actifs. Nous pouvons les envoyer à votre banque dès que vous les aurez signés. D'une main tremblante, Pascal a signé les documents. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en 1 heure. « Et maintenant ?» a-t-il demandé, la voix brisée. « Maintenant ?» a répondu Antoine. « Nous préparons un piège pour attraper votre femme et son complice en flagrant délit. D'après nos informations, ils prévoient de faire le gros transfert vendredi. Nous serons prêts. Les jours suivants ont été un véritable cauchemar.
Pascal devait continuer à agir normalement avec Céline, prétendre que tout allait bien, alors qu'il savait désormais la vérité. Je l'admirais pour sa force, même si je voyais la douleur dans ses yeux chaque fois que nous nous croisions. De mon côté, j'ai commencé à préparer les enfants, sans rien leur révéler directement. J'ai invité Amélie et Thomas à passer plus de temps chez moi, créant un espace sûr pour eux, sachant que leur monde allait bientôt s'effondrer. Antoine avait contacté la police, présentant notre dossier à un commissaire de confiance, ami de Lucien Mercier. Étant donné la nature internationale des crimes de Céline, Interpol avait également été alerté. Un piège se mettait en place, minutieusement orchestré. Le plan était simple. Pascal devait mentionner négligemment devant Céline qu'il venait de recevoir une avance supplémentaire de 3 millions d'euros pour le projet d'écoquartier et qu'il les avait temporairement placés sur leur compte joint en attendant l'ouverture d'un nouveau compte professionnel lundi. C'était l'appât parfait. Jeudi soir, la veille du jour où nous pensions que Céline agirait, j'ai invité toute la famille à dîner chez moi. C'était probablement la dernière fois que nous serions tous réunis avant que tout n'éclate. Et je voulais donner aux enfants un dernier souvenir heureux de leur famille intacte. Le dîner était tendu, malgré nos efforts pour paraître normaux. Pascal évitait le regard de Céline, se concentrant sur les enfants. Céline, elle, semblait distraite, vérifiant constamment son téléphone. « Des problèmes au travail ?» ai-je demandé innocemment lorsqu'elle a consulté son téléphone pour la 3e fois. « Un client difficile ?» a-t-elle répondu avec ce sourire que je savais maintenant être totalement faux. Rien d'important. Amélie observait sa mère avec un regard pénétrant. Ma petite fille était perspicace, trop peut-être. Je craignais qu'elle n'ait déjà deviné qu'il se passait quelque chose de grave. Après le dessert, alors que nous prenions le café au salon, Pascal a lancé négligemment la phrase préparée. « Au fait, j'ai reçu une bonne nouvelle aujourd'hui. L'investisseur américain a versé l'avance pour l'écoquartier. 3 millions d'euros directement sur notre compte joint. Je créerai un compte séparé lundi, mais en attendant, nous sommes temporairement millionnaires. » Il a ri, d'un rire qui sonnait faux à mes oreilles, mais qui semblait naturel pour quelqu'un qui ne connaissait pas la vérité. Céline a souri, ses yeux brillants d'une lueur que je reconnaissais maintenant comme de la cupidité. « C'est merveilleux, chérie, » a-t-elle dit, posant sa main sur celle de Pascal. « Tu mérites ce succès. » L'ironie de cette déclaration était presque insupportable. Les enfants sont partis d'Isdo se coucher peu après. Thomas dans la chambre d'amis et Amélie sur le canapé lit du salon. Pascal et Céline se sont préparés à rentrer chez eux. « Maman » a murmuré Pascal en m'embrassant. « C'est pour demain. Antoine et la police seront en place dès l'aube. » J'ai serré mon fils contre moi, sentant son corps tendu par l'anticipation et la douleur. « Sois prudent. Ne la confronte pas seule, quoi qu'il arrive. » Céline m'a embrassé à son tour, ses lèvres effleurant à peine ma joue. « Merci pour ce délicieux dîner, belle maman. » Ces mots, prononcés tant de fois au fil des ans, me semblaient pendant maintenant empoisonnés. Comment avais-je pu ne pas voir la duplicité derrière ce sourire, la fausseté dans ses yeux verts? Une fois qu'il fut reparti, je me suis assise dans mon fauteuil, épuisée par la tension de la soirée. Amélie est sortie du salon, où elle était censée dormir, et s'est approchée de moi. « Grand-mère, » a-t-elle dit doucement, « quelque chose ne va pas avec maman, n'est-ce pas? Et papa le sait. » J'ai regardé ma petite fille, si jeune et pourtant si lucide. « Pourquoi dis-tu cela, ma chérie? La façon dont ils se regardent, ou plutôt ne se regardent pas. Et papa a mentionné cet argent de façon si étrange, comme s'il récitait un texte. Et toi, hein, tu observes maman comme si elle était une étrangère. » J'ai pris les mains d'Amélie dans les miennes, hésitant sur ce que je pouvais lui révéler. « Amélie, il y a effectivement quelque chose qui se passe. Je ne peux pas t'en dire plus pour l'instant, mais sache que ton père et moi faisons tout pour protéger Thomas et toi. C'est à propos de ces appels téléphoniques qu'elle reçoit, de ces soirs où elle prétend travailler tard. » J'ai hoché la tête, surprise par la perspicacité de ma petite fille. « Tu as remarqué beaucoup de choses, n'est-ce pas? Je ne suis plus une enfant, grand-mère. J'ai vu comment elle a changé ces derniers mois, plus distante, plus secrète. Et puis il y a eu cet homme qui l'attendait parfois à la sortie de mon lycée. Il croyait que je ne les voyais pas, mais je les ai aperçus plusieurs fois. Un homme? J'étais surprise par cette information. Grand, athlétique, cheveux bruns coupés courts? Oui, il parlait avec animation, et une fois, je les ai vus s'embrasser. Victor Blanc.
Donc leur relation était bien plus qu'une simple collaboration criminelle. Amélie, je te promets que tout s'éclaircira bientôt. Pour l'instant, la meilleure chose que tu puisses faire est de veiller sur ton frère et de faire comme si tout était normal. Peux-tu faire ça pour moi ? Elle a hoché la tête, ses yeux bleus emplis d'une maturité bien au-delà de ses 16 ans. Est-ce qu'elle va nous quitter ? La question m'a prise au dépourvu. Comment répondre sans mentir, sans révéler la vérité brutale ? Les choses vont changer, Amélie. Mais ton père et moi serons toujours là pour Thomas et toi. C'est une promesse. Elle m'a serrée dans ses bras, fort, comme si elle puisait de la force dans ce contact. Puis elle est retournée se coucher, me laissant seule avec mes pensées agitées. Cette nuit-là, je n'ai pratiquement pas dormi. Comment le pourrais-je, sachant ce qui allait se passer le lendemain ? Demain, notre famille serait irrémédiablement brisée. Demain, mes petits-enfants découvriraient que leur mère n'était pas celle qu'ils croyaient. Au petit matin, alors que l'aube colorait à peine le ciel parisien, mon téléphone a sonné. C'était Antoine. « Madame Fournier, nous avons un problème. Céline a quitté l'appartement à 5 heures ce matin avec une valise. Elle a pris un taxi en direction de la gare du Nord. Mes hommes la suivent, mais je crains qu'elle n'ait avancé son plan. Mon cœur s'est serré. Et Pascal, les enfants, votre fils va bien. Il était sous surveillance. Quant aux enfants, ils sont toujours chez vous, n'est-ce pas ? Oui, Dieu merci. Restez où vous êtes avec eux. Ne laissez personne entrer sauf la police ou moi-même. Je vous tiens informé. Les heures suivantes ont été les plus longues de ma vie. J'ai préparé le petit déjeuner pour Amélie et Thomas, comme si tout était normal, tout en gardant un œil sur mon téléphone. Pascal est arrivé vers 9 heures, le visage pâle mais déterminé. Elle a essayé d'accéder à notre compte joint ce matin à 6 heures, a-t-il expliqué à voix basse, pendant que les enfants regardaient quant à la télévision. Heureusement, il était déjà bloqué grâce aux documents que j'ai signés. Elle a dû comprendre que quelque chose n'allait pas. Antoine m'a dit qu'elle se dirigeait vers la gare du Nord. Oui, mais la police l'a interceptée avant qu'elle ne monte dans l'Eurostar. Victor Blanc était avec elle. Ils avaient des billets pour Londres, puis des correspondances pour les Caraïbes. J'ai serré la main de mon fils, sentant à la fois le soulagement qu'elle ait été arrêtée et la douleur immense qu'il devait ressentir. « Et maintenant ?» ai-je demandé. « Maintenant, je dois expliquer à mes enfants que leur mère est une criminelle qui prévoyait de les abandonner après nous avoir volés. » Sa voix s'est brisée sur ces derniers mots et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai vu des larmes dans ses yeux. J'ai serré mon fils contre moi. Ce fils que j'avais toujours cherché à protéger, même maintenant, alors que son monde s'écroulait autour de lui. Nous le ferons ensemble, lui ai-je promis. Amélie et Thomas sont forts, comme toi. Nous traverserons cette épreuve en famille. En ce qui reste de notre famille, a-t-il corrigé amèrement. La famille n'est pas toujours celle qu'on croit, Pascal. Parfois, elle se révèle dans l'adversité. Et la nôtre, aussi brisée soit-elle, survivra à cette trahison. Il a hoché la tête, essuyant ses larmes. Ensemble, nous nous sommes tournés vers le salon où nous attendaient Amélie et Thomas, prêts à leur annoncer une vérité qui changerait leur vie à jamais, mais déterminés à les entourer de tout notre amour pour atténuer le choc de cette révélation dévastatrice. Annoncer à des enfants que leur mère n'est pas celle qu'ils croient est peut-être la tâche la plus difficile qui soit. Pascal et moi nous sommes assis face à Amélie et Thomas dans mon salon, cherchant les mots justes pour briser leur monde sans les briser eux-mêmes. Comment expliquer l'inexplicable? Comment faire comprendre la trahison à un garçon de 12 ans? Les enfants, a commencé Pascal, sa voix trahissant son émotion malgré tous ses efforts pour rester calme. Votre mère ne rentrera pas à la maison aujourd'hui, ni probablement les jours suivants. Thomas a froncé les sourcils, perplexe. Elle est partie en voyage d'affaires? Non, mon chéri, ai-je répondu doucement. C'est plus compliqué que cela. Amélie, plus perspicace, a immédiatement compris que quelque chose de grave se passait. C'est à propos de ces appels mystérieux, n'est-ce pas? De cet homme que j'ai vu avec elle. Pascal a jeté un regard surpris à sa fille, puis à moi. J'ai hoché imperceptiblement la tête, lui confirmant qu'Amélie avait déjà remarqué des éléments suspects. « Oui, en partie, a-t-il admis. Votre mère, Céline, n'est pas exactement la personne que nous pensions. Nous avons passé l'heure suivante à leur expliquer, avec autant de délicatesse que possible, la terrible vérité, que leur mère était en réalité une femme aux multiples identités,
une criminelle recherchée dans plusieurs pays, qu'elle avait épousé Pascal dans le cadre d'un plan d'escroquerie élaboré, que l'argent de la famille était sa cible et qu'elle s'apprêtait à disparaître en les abandonnant. Thomas a d'abord refusé d'y croire, secouant la tête avec véhémence. « C'est impossible, maman nous aime, elle ne ferait jamais ça. » Amélie, elle, est restée silencieuse, ses yeux bleus s'assombrissant à mesure que les révélations s'accumulaient. Les voyages d'affaires qui devenaient de plus en plus fréquents, a-t-elle murmuré. Les conversations en anglais au téléphone, la façon dont elle évitait certains sujets quand je lui posais des questions sur sa famille en province. « Je suis tellement désolée, » a dit Pascal, prenant les mains de ses enfants dans les siennes. « J'aurais dû voir les signes, j'aurais dû vous protéger de cela. »« Ce n'est pas ta faute, papa, » a répondu Amélie avec une maturité bouleversante. « Elle nous a tous trompés. » Thomas, lui, s'est levé brusquement, les larmes aux yeux. « Je ne vous crois pas, vous mentez. Maman ne ferait jamais ça. » Il s'est précipité dans la chambre d'Amy, claquant la porte derrière lui. Pascal a fait un geste pour le suivre, mais je l'ai retenu par le bras. « Laisse-lui un peu de temps, » ai-je conseillé. « C'est un choc terrible. Il a besoin d'absorber tout cela à son rythme. » Amélie s'est blottie contre son père, cherchant du réconfort dans ses bras. « Est-ce qu'on va la revoir ?» a-t-elle demandé d'une petite voix. « Je ne sais pas, » a répondu honnêtement Pascal. « Elle a quoi été arrêtée ce matin. Il y aura un procès. Mais quoi qu'il arrive, votre grand-mère et moi serons toujours là pour vous. Nous sommes une famille et rien ne changera jamais cela. » Le téléphone a sonné, interrompant ce moment douloureux. C'était Antoine Roussel, m'informant que Céline et Victor avaient été placés en détention provisoire. Ils comparaîtraient devant le juge d'instruction dans l'après-midi. Il nous suggérait de ne pas assister à cette première audience pour épargner aux enfants un traumatisme supplémentaire. Les jours suivants ont été un tourbillon d'activités et d'émotions. La police est venue perquisitionner l'appartement de Pascal et Céline, découvrant d'autres preuves de ces activités criminelles. Des téléphones prépayés, des documents falsifiés, des listes de codes d'accès bancaires. Chaque nouvelle découverte était un coup de poignard supplémentaire pour mon fils. Une psychologue spécialisée dans les traumatismes familiaux, recommandée par Maître Lenoir, est venue rencontrer les enfants. Le docteur Claire Joubert, une femme d'une 50aine d'années au regard bienveillant, a passé plusieurs heures avec Amélie et Thomas, les aidant à exprimer leur confusion, leur colère et leur chagrin. Ils sont remarquablement résilients, m'a-t-elle confié après sa 3e séance. Amélie, en particulier, montre une maturité impressionnante face à cette situation. Thomas est plus en colère, ce qui est normal à son âge. Il oscille entre le déni et la rage, mais c'est une réaction saine face à un tel traumatisme. Et à long terme, ai-je demandé, inquiète, pour l'équilibre émotionnel de mes petits-enfants. Avec un soutien approprié et l'amour stable que vous et leur père leur apportez, ils s'en remettront. Les enfants sont incroyablement adaptables, mais il faudra du temps, de la patience et beaucoup d'amour. Pascal, pendant ce temps, avait pris un congé de son cabinet d'architecture. Il était incapable de se concentrer sur son travail, hanté par les 15 années de mensonges et la découverte que sa vie entière était bâtie sur du sable. Je l'ai souvent surpris à fixer le vide, perdu dans ses pensées, se demandant sans doute comment il avait pu être aussi aveugle. Une semaine après l'arrestation de Céline, Antoine est venu nous donner des nouvelles. Nous étions tous installés dans mon salon, les enfants regardant un film dans la chambre pour leur offrir un moment de normalité dans ce chaos. L'enquête avance rapidement, nous a informé Antoine. Céline, ou devrais-je dire Isabelle Dufresne, nous pensons que c'est son véritable nom d'après les registres d'état civil, refuse de coopérer. Mais Victor Blanc a commencé à parler pour obtenir une réduction de peine. « Que dit-il » a demandé Pascal, une lueur d'espoir dans les yeux. Peut-être espérait-il une explication, quelque chose qui donnerait un sens à ces 15 années de mensonges. « C'est complexe », a répondu Antoine avec hésitation. Il semblerait qu'Isabelle fasse partie d'une organisation plus large, spécialisée dans ce type d'escroquerie à long terme. Des agents sont placés stratégiquement auprès de cibles potentielles, généralement des hommes d'affaires prometteurs ou des héritiers. Le but est d'établir une relation durable, de gagner leur confiance, puis de les dépouiller au moment opportun. Une organisation, ai-je répété abasourdi. Vous voulez dire que tout était planifié?
Même la rencontre avec Pascal, Antoine a hoché la tête gravement. D'après Victor, Isabelle a été assignée à votre fils après une étude de son potentiel financier. À l'époque, son cabinet démarrait à peine, mais l'organisation avait identifié son talent et anticipé sa réussite future. Pascal a pâli, comprenant l'ampleur de la manipulation dont il avait été victime. Et nos enfants, étaient-ils aussi prévus? Oui et non, a répondu Antoine avec délicatesse. Avoir des enfants n'était pas dans le plan initial, mais Isabelle a réalisé que cela renforcerait sa couverture et rendrait sa présence dans la famille encore plus légitime. Utiliser des enfants comme des accessoires, a murmuré Pascal dégoûté. Comment peut-on être aussi froid? Il y a autre chose, a poursuivi Antoine. Victor a mentionné un coordinateur, quelqu'un qui supervisait plusieurs opérations similaires en Europe, quelqu'un que vous connaissez peut-être. Un frisson m'a parcouru. Qui? Les enquêteurs travaillent encore là-dessus, mais il a évoqué une femme, quelqu'un de proche de votre famille, qui aurait facilité l'introduction d'Isabelle dans votre cercle. Mon esprit s'est mis à tourbillonner, passant en revue toutes les femmes de notre entourage qui auraient pu jouer ce rôle. Une amie, une collègue de Pascal, une voisine. Nous en saurons plus dans les prochains jours, a promis Antoine. En attendant, je vous conseille la plus grande prudence. Si cette organisation est aussi sophistiquée que le prétend Victor, il pourrait y avoir d'autres personnes impliquées dans votre entourage. Cette révélation a jeté un froid dans la pièce. L'idée que quelqu'un d'autre dans notre cercle proche puisse être complice de cette trahison était presque insupportable. Après le départ d'Antoine, Pascal et moi sommes restés silencieux, digérant ces nouvelles informations. Mon fils semblait accablé, comme si chaque révélation ajoutait un nouveau poids sur ses épaules déjà courbées par le chagrin. Comment vais-je expliquer aux enfants que leur naissance même faisait partie d'un plan d'escroquerie, a-t-il murmuré, le visage enfoui dans ses mains. Ne leur dis pas ça, ai-je répondu fermement. Peu importe les intentions initiales de Céline, Amélie et Thomas sont là. Ils sont réels, ils sont merveilleux, et ils sont le meilleur de ce qui est sorti de ce mariage. Ne laisse pas la noirceur de cette femme salir l'amour que tu as pour tes enfants. Il a levé les yeux vers moi, reconnaissant. Tu as toujours su trouver les mots justes, maman. C'est le privilège de l'âge, ai-je souri faiblement. On apprend à distinguer ce qui compte vraiment. Le lendemain, une surprise nous attendait. Le commissaire Moreau, en charge de l'enquête, nous a contactés pour nous informer que Céline, Isabelle, demandait à voir les enfants. Pascal a immédiatement refusé. Après ce qu'elle a fait, jamais. Je comprends votre réaction, monsieur Fournier, a répondu le commissaire avec calme. Mais elle insiste. Elle dit avoir des choses importantes à leur dire. Bien sûr, la décision vous appartient entièrement et toute rencontre serait supervisée. J'ai observé mon fils lutter avec cette décision impossible. D'un côté, protéger ses enfants de cette femme qui les avait utilisés. De l'autre, leur permettre peut-être d'obtenir des réponses, une forme de clôture. Je vais en parler avec la psychologue, a-t-il finalement décidé. Et avec les enfants, ce sera leur choix. Le docteur Joubert, consulté sur cette question délicate, a eu une réponse nuancée. Pour Thomas, qui est encore dans une phase de déni, voir sa mère pourrait être trop perturbant actuellement. Mais Amélie, avec sa maturité, pourrait bénéficier d'une confrontation encadrée. Cela pourrait l'aider à tourner la page. Amélie elle-même, lorsque nous lui avons présenté cette possibilité, a été catégorique. Je veux la voir. Je veux qu'elle me regarde dans les yeux et m'explique pourquoi. Thomas, comme l'avait prédit la psychologue, a refusé. Je ne veux plus jamais la voir, a-t-il déclaré, les larmes aux yeux. Elle n'est plus ma mère. 2 jours plus tard, nous avons accompagné Amélie au centre de détention, où Isabelle était incarcérée. La salle de visite était austère, avec ses murs gris et sa table métallique boulonnée au sol. Le docteur Joubert était présente, ainsi qu'un agent de police discret dans un coin. Quand Isabelle est entrée, menottée et escortée par une gardienne, j'ai été frappée par son apparence. Sans son maquillage habituel et ses vêtements élégants, elle semblait plus petite, plus ordinaire. Ses cheveux, habituellement impeccables, étaient ternes et attachés en queue de cheval. Mais ses yeux verts avaient toujours cette intensité troublante. Son regard s'est immédiatement posé sur Amélie, ignorant Pascal et moi. « Ma chérie » a-t-elle murmuré. Amélie est restée droite et digne, malgré son jeune âge.
Je ne suis pas ta chérie, a-t-elle répondu d'une voix ferme. Je ne sais même pas qui tu es vraiment. Isabelle s'est assise lentement, ses yeux ne quittant pas le visage de sa fille. Je m'appelle Isabelle Dufresne, c'est mon vrai nom. Et tout le reste? Tout était faux? Un silence, puis pas tout, pas ce que je ressens pour toi et ton frère. Amélie a eu un rire amer, si adulte dans sa bouche d'adolescente. Vraiment? Tu allais nous abandonner? Tu allais disparaître avec l'argent de papa et nous laisser derrière? Isabelle a baissé les yeux pour la première fois, semblant vraiment honteuse. Les choses sont plus compliquées que ça, Amélie. Explique-moi alors. Je suis là pour ça, pour comprendre. Et ainsi a commencé une conversation surréaliste, où une criminelle professionnelle tentait d'expliquer à sa fille de 16 ans pourquoi elle avait construit toute leur vie familiale sur un mensonge. Isabelle a parlé de son enfance difficile dans la banlieue de Marseille, de sa rencontre avec des personnes peu recommandables qui lui avaient démontré comment utiliser sa beauté et son intelligence pour manipuler les hommes riches, de comment cette première escroquerie s'était transformée en carrière, puis en mode de vie. Quand j'ai rencontré ton père, c'était supposé être comme les autres fois, entrer dans sa vie, gagner sa confiance, prendre l'argent, disparaître. Mais les choses ont changé quand je suis tombée enceinte de toi. C'était un accident? A demandé Amélie, sa voix trahissant sa vulnérabilité malgré ses efforts pour rester forte. Oui, au début, mais supérieur voulait que j'avorte, que je reste concentrée sur la mission. Mais je n'ai pas pu. Quelque chose en moi s'est rebellé contre cette idée. Alors j'ai décidé de te garder, de transformer cette grossesse en atout pour ma couverture. Elle a fait une pause, cherchant ses mots. Mais après ta naissance, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai commencé à ressentir des choses, des émotions que je n'étais pas censée avoir, des sentiments réels pour toi, pour ton père aussi, d'une certaine façon. Alors pourquoi continuer? A demandé Amélie, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Pourquoi ne pas arrêter et simplement vivre cette vie qui était devenue la tienne? Isabelle a soupiré profondément. Parce que je n'étais pas libre, Amélie. L'organisation pour laquelle je travaille ne vous laisse pas simplement partir. Et avec le temps, j'ai réussi à compartimenter, à être Céline la mère et l'épouse une partie du temps, et Isabelle l'escroc le reste du temps. Jusqu'à maintenant, oui. Le plan a toujours été de partir quand l'argent serait suffisant. Mais ces derniers mois, j'ai commencé à hésiter, à repousser l'échéance. C'est pour ça que mes supérieurs ont envoyé Victor me surveiller, me presser d'agir. Amélie a secoué la tête, incrédule. Tu espères que je vais te plaindre? Te pardonner parce que tu as eu quelques remords avant de nous abandonner? Non, a répondu Isabelle, surprenant tout le monde. Je ne mérite pas ton pardon, Amélie. Je voulais juste que tu saches que, malgré tout le reste, l'amour que j'ai pour toi et Thomas est la seule chose vraie dans toute cette mascarade. Amélie s'est levée, tremblante d'émotion. Peut-être que c'est vrai, peut-être que tu nous aimes à ta façon tordue, mais l'amour véritable ne fait pas ce que tu as fait. L'amour protège, il ne détruit pas. Sur ces mots, elle s'est dirigée vers la porte, signalant que l'entretien était terminé pour elle. Pascal et moi l'avons suivie, laissant Isabelle seule avec ses remords, s'ils étaient sincères. Dans la voiture du retour, Amélie est restée silencieuse, regardant par la fenêtre le paysage parisien défiler. Ce n'est qu'en arrivant à mon appartement qu'elle a finalement parlé. Je ne sais pas si je dois la croire ou non, a-t-elle admis. Si elle nous aime vraiment, ou si c'est encore une manipulation. L'amour peut prendre des formes étranges et imparfaites, ai-je répondu doucement. Peut-être vous aimait-elle vraiment, à sa façon, mais l'amour sain implique des choix, des sacrifices, et ces choix ont toujours été pour elle-même, pas pour vous. Amélie a hoché la tête, comprenant la dure vérité dans mes paroles. Je ne crois pas que je la reverrai, a-t-elle décidé. Pas avant longtemps, en tout cas. J'ai besoin de temps pour reconstruire ma vie sans ces mensonges. Pascal, qui était resté étrangement silencieux pendant toute cette conversation, a finalement parlé. Nous allons reconstruire ensemble, ma chérie. Tous les quatre, Thomas, toi, grand-mère et moi. Une famille plus petite, mais véritable cette fois. Et c'est ainsi que nous avons commencé notre lent chemin vers la guérison, unis par une vérité douloureuse mais libératrice, déterminée à construire un avenir fondé non plus sur des illusions, mais sur l'amour authentique qui nous liait. Les jours qui ont suivi la confrontation avec Isabelle
ont été marqués par un calme relatif, comme l'œil d'un ouragan. Nous commencions à établir une nouvelle routine, les enfants s'étant installés chez moi, tandis que Pascal mettait en vente leur appartement familial, trop empli de souvenirs douloureux pour y rester. Amélie avait repris le lycée, la tête haute malgré les regards et les murmures, car l'affaire avait fait les manchettes des journaux locaux. Thomas, plus fragile, suivait temporairement ses cours à distance, le temps que la tempête médiatique s'apaise. Ce matin-là, j'étais en train de préparer le petit déjeuner lorsque mon téléphone a sonné. C'était Antoine Roussel. « Madame Fournier, je dois vous voir immédiatement. J'ai des informations cruciales qui ne peuvent pas attendre. » Son ton était si urgent que j'ai senti mon cœur s'accélérer. Que se passe-t-il? Pas au téléphone. Je peux être chez vous dans 20 minutes? J'ai acquiescé, raccrochant avec un sentiment de malaise grandissant. Qu'avait-il découvert de si important qu'il ne pouvait même pas l'évoquer par téléphone? J'ai prévenu Pascal, qui préparait Thomas pour sa séance avec la psychologue, qu'Antoine allait passer. Mon fils a froncé les sourcils, inquiet, mais n'a rien dit devant son fils. Antoine est arrivé exactement 20 minutes plus tard, accompagné du commissaire Moreau, ce qui n'a fait qu'amplifier mon inquiétude. Leur expression grave ne présageait rien de bon. « Peut-on parler en privé ?» a demandé le commissaire. « Ce que nous avons à vous dire est délicat. Nous nous sommes installés dans mon bureau, Pascal et moi, face aux deux hommes. Antoine a posé sur la table un dossier épais qu'il a ouvert avec précaution. Nous avons identifié le coordinateur mentionné par Victor Blanc, a-t-il annoncé sans préambule. La personne qui a supervisé l'infiltration d'Isabelle dans votre famille. Qui est-ce? A demandé Pascal, tendu. Antoine et le commissaire ont échangé un regard, puis le commissaire a pris la parole, sa voix empreinte de délicatesse professionnelle. Il s'agit de Madame Sylvie Lambert. J'ai cru avoir mal entendu. Sylvie? Ma meilleure amie depuis 40 ans? Nous en sommes formellement certains, a confirmé Antoine, poussant vers moi plusieurs photos extraites du dossier. Ces images ont été prises il y a 10 jours, juste avant l'arrestation d'Isabelle. Sylvie Lambert rencontrant Victor Blanc dans un café près de la gare de Lyon. J'ai fixé les photos, incrédule. C'était bien Sylvie, élégante comme toujours, dans son tailleur bleu marine, assise face à Victor Blanc, échangeant ce qui semblait être des documents. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence, ai-je balbutié, refusant d'accepter cette nouvelle trahison. Sylvie est avocate. Elle rencontre beaucoup de personnes. Ce n'est pas tout, a poursuivi Antoine, implacable. Nous avons retrouvé des emails codés entre eux, remontant à plus de 15 ans. Et plus damnable encore, ce document. Il a posé devant nous ce qui semblait être un profil détaillé de Pascal, sa personnalité, ses ambitions, ses finances potentielles, même ses goûts en matière de femmes. Le document était daté d'il y a 16 ans, juste avant qu'il ne rencontre Céline Isabelle. Une évaluation de cible, a expliqué le commissaire, typique de ce genre d'organisation criminelle. Ils étudient leurs victimes en profondeur avant de les approcher. Pascal a pris le document d'une main tremblante. Comment Sylvie aurait-elle pu savoir tout cela sur moi? Elle était la meilleure amie de votre mère, a répondu Antoine doucement. Une présence constante dans votre vie, la marraine parfaite pour ce genre d'opération. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Sylvie, ma confidente, mon soutien depuis la mort de François, celle à qui j'avais tout raconté dès le début de cette histoire, était la véritable instigatrice de notre malheur. Nous l'avons placée sous surveillance, a continué le commissaire. Elle ne sait pas encore que nous avons fait le lien. Nous voulions vous prévenir avant de procéder à son arrestation. Pourquoi? Ai-je demandé, ma voix à peine audible. Pourquoi Sylvie ferait-elle une chose pareille? Antoine a soupiré. L'argent, probablement. Cette organisation cible des familles aisées depuis des décennies. D'après nos informations, les coordinateurs reçoivent un pourcentage substantiel des sommes détournées. Mais nous étions amis depuis l'université. Elle était demoiselle d'honneur à mon mariage. Elle a tenu Pascal dans ses bras quand il était bébé. Le commissaire a hoché la tête avec compassion. Les trahisons les plus profondes viennent souvent des personnes les plus proches, madame. C'est ce qui les rend si efficaces dans ce rôle. Pascal s'est levé brusquement, le visage déformé par la colère. Je veux la confronter. Maintenant. Ce n'est pas recommandé, a objecté le commissaire. Nous avons prévu de l'arrêter cet après-midi quand elle quittera son cabinet. Non, a insisté Pascal. Je veux l'entendre de sa bouche.
Je veux comprendre pourquoi elle a orchestré la destruction de ma vie. J'étais trop choquée pour parler, mais quelque part au fond de moi, je partageais le sentiment de mon fils. Après tout ce que nous avions traversé, nous méritions des réponses, une explication face à cette double trahison. Après une longue discussion, un compromis a été trouvé. Nous organiserions une rencontre contrôlée avec Sylvie, dans un café près de la place des Vosges. Des policiers en civil seraient postés à proximité, prêts à intervenir. Le prétexte serait simple. J'appellerai Sylvie pour lui demander de nous rejoindre afin de discuter des derniers développements de l'affaire. L'appel a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Entendre sa voix, cette voix que je connaissais si bien, sachant désormais la vérité, était presque insupportable. « Madeleine, ma chérie, comment vas-tu » a-t-elle demandé avec cette chaleur qui me semblait maintenant si fausse. « Pas très bien » ai-je répondu, surprenant moi-même par mon calme. « Nous avons appris des choses troublantes. Pascal et moi aimerions en discuter avec toi. Pourrais-tu nous rejoindre au café de la place dans 1 heure ?»« Bien sûr » a-t-elle répondu sans hésitation. « Quelque chose concernant Isabelle ?» Entre autres, ai-je dit évasivement. « À tout à l'heure. » En raccrochant, j'ai remarqué que mes mains tremblaient. Pendant 40 ans, j'avais considéré cette femme comme ma sœur de cœur. Elle avait été présente à chaque moment important de ma vie. Mon mariage, la naissance de Pascal, la mort de François. Et tout ce temps, elle attendait patiemment le moment de nous trahir. Le café de la place était un établissement élégant avec une terrasse donnant sur la place. Nous sommes arrivés en avance, Pascal et moi, nous installant à une table à l'intérieur qui offrait à la fois de la discrétion et une vue sur l'entrée. Le commissaire Moreau et Antoine étaient assis à des tables séparées, feignant d'être de simples clients. D'autres agents étaient positionnés stratégiquement aux alentours. Sylvie est arrivée à l'heure exacte, comme toujours. Élégante dans un ensemble crème, ses cheveux gris parfaitement coiffés, elle ressemblait plus à une grand-mère distinguée qu'à une criminelle internationale. En nous voyant, elle a souri chaleureusement, ce sourire que j'avais toujours trouvé si réconfortant et qui me glaçait maintenant le sang. « Madeleine, Pascal » a-t-elle dit en s'asseyant face à nous. « Vous semblez tendus tous les deux. Que se passe-t-il » J'ai regardé cette femme que je croyais connaître, cherchant dans ses yeux une trace de la duplicité que je savais désormais présente. Comment avais-je pu être aveugle pendant si longtemps ? Nous savons tout, Sylvie, ai-je dit simplement. Son expression n'a pas changé, mais quelque chose s'est durci dans son regard. « Tout quoi, ma chérie ? Ne jouez pas à ça » a interrompu Pascal, sa voix vibrant de colère contenue. « Nous savons que vous êtes le coordinateur, que vous avez orchestré l'infiltration d'Isabelle dans notre famille, que vous avez supervisé toute l'opération depuis le début. » Sylvie est restée parfaitement immobile pendant quelques secondes, puis a lentement posé son sac à main sur la table, ses mouvements mesurés et précis. « Je vois » a-t-elle dit finalement. « Et qu'attendez-vous de cette conversation exactement ? Des excuses ? Des explications ? » Sa froideur m'a choquée. Pas un déni, pas une tentative de se défendre. Juste cette acceptation calme, presque clinique. « Pourquoi ?» ai-je demandé, ma voix se brisant sur ce simple mot. « Pourquoi nous, Sylvie ? Je te considérais comme ma sœur. » Elle m'a regardée avec ce qui ressemblait presque à de la pitié. « Oh, Madeleine, toujours si naïve, si confiante, c'est ce qui t'a rendue si exploitable. » Pascal a serré les poings sur la table. « Répondez à la question. Pourquoi ma famille ? Pourquoi orchestrer cette mascarade pendant 15 ans ?» Sylvie a souri, un sourire froid qui n'atteignait pas ses yeux. Rien de personnel, vraiment. Votre père avait un potentiel considérable, mais il est mort trop tôt pour que nous puissions l'exploiter pleinement. Vous, en revanche, avec votre talent et votre ambition, vous étiez l'investissement parfait à long terme. « Un investissement ?» a répété Pascal incrédule. « Vous parlez de ma vie, de mes enfants. Les affaires sont les affaires, » a-t-elle répondu avec un haussement d'épaules. Et celle-ci était particulièrement lucrative. 15 ans de patience pour un retour de plusieurs millions d'euros. Malheureusement, votre mère s'est révélée plus perspicace que prévu. Elle s'est tournée vers moi et pour la première fois, j'ai vu une ombre de regret traverser son visage. Je dois admettre, Madeleine, que je ne m'attendais pas à ce que tu deviennes une détective aussi efficace à ton âge. C'était impressionnant. Ne me faites pas de compliments, ai-je répliqué écœurée. Vous avez détruit ma famille. J'ai supervisé une opération financière, a-t-elle corrigé froidement.
Les dommages collatéraux émotionnels n'étaient pas mon problème. Dommages collatéraux? Pascal semblait au bord de l'explosion. Mes enfants sont des dommages collatéraux pour vous? Sylvie a soupiré, comme si elle expliquait quelque chose à des enfants particulièrement lents. Les enfants n'étaient pas prévus initialement. Une complication introduite par Isabelle. J'ai d'ailleurs longtemps pensé qu'elle s'attachait trop, qu'elle perdait de vue l'objectif. J'avais raison, finalement. Et notre amitié? Ai-je demandé. Les larmes aux yeux malgré tous mes efforts pour rester digne. 40 ans, Sylvie. Était-ce aussi une opération financière? Pour la première fois, elle a semblé légèrement déstabilisée. Les choses évoluent avec le temps, Madeleine. Au début, oui, notre amitié était stratégique. J'étais jeune, ambitieuse, recrutée par l'organisation après mes études de droit. Vous étiez ma première cible, toi et François. Mais avec les années, elle a fait une pause, cherchant ses mots. Je suppose qu'une partie de notre relation est devenue réelle, d'une certaine façon. J'ai apprécié ta compagnie, ta loyauté. C'est pourquoi j'ai parfois hésité, repoussé certaines phases de l'opération. Quelle générosité, ai-je répondu amèrement. Et maintenant, allez-vous prétendre que vous regrettez? Les regrets sont inutiles dans notre métier, a-t-elle dit, reprenant son masque d'indifférence. Mais je dois admettre que l'échec de cette opération est décevant. Tant d'années investies pour rien. Elle a jeté un regard circulaire dans le café, repérant sans doute les policiers en civil. Je suppose que notre conversation est surveillée, que mon arrestation est imminente? J'ai hoché la tête, incapable de parler. Eh bien, a-t-elle soupiré, c'était un bon parcours. 27 opérations réussies sur 30 ans. Pas mal pour une carrière, n'est-ce pas? L'idée que notre tragédie n'était qu'une statistique dans son palmarès criminel m'a donné la nausée. Il y a une dernière chose que vous devriez savoir, a-t-elle ajouté presque nonchalamment. L'organisation n'est pas très tolérante envers les échecs. Certains de vos nouveaux alliés pourraient ne pas être ce qu'ils semblent. Pascal s'est redressé, alarmé. Que voulez-vous dire? Simplement que vous devriez être prudent concernant les personnes en qui vous placez votre confiance, a-t-elle répondu avec un sourire énigmatique. Après tout, vous avez déjà été trompé 2 fois. À ce moment, le commissaire Moreau s'est approché de notre table, montrant discrètement son insigne. Madame Lambert, je vais vous demander de nous accompagner sans faire d'histoire. Sylvie a acquiescé calmement, comme si elle s'y attendait. En se levant, elle m'a regardé une dernière fois et j'ai cru voir dans ses yeux une lueur de ce qui aurait pu être du regret. Au revoir, Madeleine. Dans d'autres circonstances, nous aurions pu rester amis jusqu'à la fin. Nous n'avons jamais été amis, ai-je répondu, la voix tremblante. Une amitié basée sur des mensonges n'en est pas une. Elle a incliné légèrement la tête, acceptant ma réponse, puis a suivi le commissaire sans résistance. En la regardant s'éloigner, j'ai réalisé que je perdais pour la 2e fois en quelques semaines une personne que j'avais aimée et qui n'avait jamais réellement existé. Le retour à l'appartement s'est fait dans un silence pesant. Pascal et moi étions submergés par cette nouvelle trahison, encore plus profonde que la première. L'idée que Sylvie, ma confidente de toujours, avait orchestré notre malheur depuis le début était presque impossible à accepter. À notre arrivée, Amélie nous attendait, inquiète. Thomas était encore à sa séance avec le docteur Joubert. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-elle demandé immédiatement, percevant notre détresse. Pascal a pris sa fille dans ses bras, la serrant fort contre lui. « Nous venons de découvrir que la trahison était encore plus grande que nous le pensions, ma chérie. Nous lui avons expliqué la situation, adaptant légèrement les détails les plus cruels. » Amélie a écouté en silence, ses yeux s'assombrissant à mesure que la vérité se dévoilait. Alors tante Sylvie était... « Quoi? La chef de maman ?» En quelque sorte, ai-je confirmé doucement. Elle supervisait toute l'opération depuis le début. Amélie a secoué la tête, incrédule. Je n'arrive pas à y croire. Elle m'offrait toujours les meilleurs cadeaux d'anniversaire. Elle semblait tellement sincère. C'est ce qui fait les meilleurs menteurs, a répondu Pascal amèrement. Leur capacité à paraître authentique, même quand ils vous poignardent dans le dos. Le soir même, Antoine est venu nous informer que Sylvie avait été placée en détention provisoire. Lors de la perquisition de son domicile, les enquêteurs avaient découvert des documents concernant d'autres opérations similaires à travers l'Europe, d'autres familles détruites pour le profit. Sa mise en examen va nous permettre de démanteler une grande partie du réseau, a expliqué Antoine.
Elle était l'un des membres les plus haut placés de l'organisation. Et son avertissement, a demandé Pascal. Elle a insinué que d'autres personnes proches de nous pourraient être impliquées. Antoine a hoché la tête gravement. Nous prenons cette menace au sérieux, mais cela pourrait aussi être une tactique pour semer la méfiance parmi vous, diviser pour mieux régner, en quelque sorte. Malgré cette possibilité, nous avons redoublé de prudence dans les semaines qui ont suivi. Le procès d'Isabelle et de Sylvie a été fixé à 6 mois plus tard, nous laissant dans un étrange purgatoire émotionnel, attendant une forme de clôture juridique à notre cauchemar. 3 mois après l'arrestation de Sylvie, alors que l'automne parisien teintait les arbres des Tuileries de rouge et d'or, Pascal a pris une décision qui allait changer nos vies. « Je veux quitter Paris », m'a-t-il annoncé un soir, après que les enfants se furent recouchés. « Recommencer ailleurs, loin de tous ces souvenirs, de ces trahisons. »« Où irais-tu » ai-je demandé, surprise mais comprenant son besoin d'évasion. « Lyon. J'ai reçu une offre pour participer à un grand projet de rénovation urbaine là-bas. C'est une opportunité professionnelle extraordinaire et ce serait un nouveau départ pour nous tous. »« Pour nous tous ?» ai-je répété incertaine. Il a pris mes mains dans les siennes, me regardant droit dans les yeux. « Je ne partirai pas sans toi, maman. Tu as été notre roc à travers cette tempête. Les enfants ont besoin de toi. J'ai besoin de toi. » Les larmes me sont montées aux yeux. « Lyon, c'est loin de tout ce que je connais. »« C'est justement le but, » a-t-il souri faiblement. Loin des fantômes de Céline et Sylvie, loin des regards de pitié et des murmures. Un endroit où personne ne connaît notre histoire, où nous pouvons être simplement nous-mêmes. J'ai réfléchi à sa proposition, pensant à mon appartement rempli de souvenirs, certains désormais empoisonnés par la trahison de Sylvie. À mon âge, recommencer ailleurs semblait intimidant. Mais n'avais-je pas prouvé ces derniers mois que j'étais plus forte et plus adaptable que je ne le pensais? D'accord, ai-je finalement décidé. Allons à Lyon, recommençons ensemble. Son visage s'est illuminé d'un sourire que je n'avais pas vu depuis des mois. Merci, maman. Je savais que je pouvais compter sur toi. Les enfants ont accueilli la nouvelle avec enthousiasme, surtout Thomas qui voyait dans ce déménagement l'occasion d'échapper aux questions gênantes de ses camarades d'école. Amélie, plus réfléchie, s'inquiétait pour son lycée, mais comprenait la nécessité de ce nouveau départ. Le procès a eu lieu comme prévu, 6 mois après l'arrestation de Sylvie. Nous y avons assisté, témoignant tour à tour de la dévastation que leur complot avait causée dans nos vies. Isabelle, confrontée aux preuves accablantes et aux témoignages de Victor Blanc qui avait négocié une réduction de peine, a été condamnée à 15 ans de prison. Sylvie, en tant que membre senior de l'organisation, a reçu une peine encore plus lourde, 22 ans. Lors de la lecture du verdict, j'ai regardé ces 2 femmes qui avaient fait partie de ma vie pendant si longtemps, l'une comme belle-fille, l'autre comme meilleure amie. Et j'ai réalisé que je ne ressentais plus ni haine ni colère, seulement une profonde tristesse pour les vies gâchées, y compris les leurs. Une semaine après le procès, nous avons quitté Paris pour Lyon. Notre nouvelle maison, située près du parc de la Tête d'Or, était lumineuse et spacieuse, sans aucun souvenir douloureux imprégné dans ses murs. Pascal avait commencé son nouveau projet avec enthousiasme, retrouvant la passion pour l'architecture qui l'avait toujours animé. Les enfants s'adaptaient progressivement à leur nouvelle école, se faisant peu à peu des amis. Quant à moi, j'avais trouvé un nouveau sens à ma vie à 67 ans. Inspiré par notre expérience, j'avais commencé à collaborer avec une association d'aide aux victimes d'escroquerie, partageant notre histoire pour aider d'autres familles à reconnaître les signes avant qu'il ne soit trop tard. Ce soir-là, assise sur la terrasse de notre nouvelle maison, regardant le soleil se coucher sur Lyon, j'ai réfléchi au chemin parcouru depuis ce jour fatidique où j'avais entendu les mots cruels de Céline dans le jardin. Tant de douleur, de trahison, de larmes, mais aussi tant de courage, de résilience et finalement de renouveau. Amélie est venue s'asseoir à côté de moi, posant sa tête sur mon épaule comme elle le faisait enfant. « À quoi penses-tu, grand-mère » a-t-elle demandé doucement. « À la force qu'il faut parfois pour recommencer » ai-je répondu. « À comment la vie peut nous surprendre, même à mon âge » Elle a hoché la tête, comprenant avec cette sagesse précoce qui la caractérisait. « Tu sais ce qui est étrange? Malgré tout ce qui s'est passé, je ne regrette pas d'être née, même si c'était part d'un plan.
Ta naissance n'était peut-être pas prévue pour les bonnes raisons, ai-je dit en caressant ses cheveux. Mais tu es le plus beau cadeau que cette histoire nous ait donné, toi et ton frère. Pascal nous a rejoints, suivi de Thomas qui tenait un modèle réduit d'architecture qu'ils avaient reconstruit ensemble. Nous sommes restés là, les 4 générations Fournier, regardant le ciel s'assombrir et les premières étoiles apparaître. Notre famille n'était plus ce qu'elle avait été. Elle était plus petite, marquée par les cicatrices de la trahison. Mais elle était réelle, fondée sur un amour authentique qui avait survécu à l'impensable. Et cela, personne ne pourrait jamais nous le prendre. L'histoire que je viens de vous raconter, mes chers amis, n'est pas seulement le récit d'une trahison. C'est l'histoire d'une femme de 65 ans qui, au moment où elle aurait dû profiter tranquillement de sa retraite, s'est retrouvée propulsée dans une enquête digne des plus grands romans policiers. C'est l'histoire d'une famille brisée par les mensonges, mais qui a trouvé la force de se reconstruire sur des bases plus authentiques. Tout a commencé par quelques mots entendus par hasard dans un jardin parisien. « Cette famille me dégoûte, une mère idiote et un fils cocu ». Ces paroles cruelles de ma belle-fille ont déclenché une avalanche de découvertes qui ont révélé que la femme que mon fils aimait depuis 15 ans, la mère de mes petits-enfants, n'était qu'une imposture. Céline, ou plutôt Isabelle, s'était infiltrée dans notre vie dans le cadre d'une vaste opération d'escroquerie, attendant patiemment que le cabinet d'architecture de Pascal devienne suffisamment rentable pour frapper. Mais la plus douloureuse des révélations fut de découvrir que ma meilleure amie, Sylvie, celle que je considérais comme une sœur depuis 4 décennies, était la véritable architecte de notre malheur. C'est elle qui avait orchestré l'infiltration d'Isabelle dans notre famille. Elle qui avait supervisé cette mascarade pendant 15 longues années. Cette double trahison a ébranlé les fondements même de ma confiance en l'humanité. Notre épreuve, cependant, nous a aussi révélé des forces insoupçonnées. J'ai découvert en moi une détermination et une perspicacité que je ne me connaissais pas. Mon fils Pascal a fait preuve d'un courage extraordinaire, affrontant la vérité avec dignité malgré la douleur. Et mes petits-enfants, Amélie et Thomas, ont montré une résilience qui me remplit encore aujourd'hui de fierté et d'admiration. Notre déménagement à Lyon a marqué le début d'un nouveau chapitre. Dans cette ville lumineuse, nous avons progressivement réappris à vivre sans la méfiance constante qui nous habitait à Paris. Pascal s'est épanoui dans son nouveau projet architectural. Les enfants ont trouvé de nouveaux amis, de nouvelles activités. Et moi, j'ai découvert une nouvelle vocation en aidant d'autres victimes d'escroquerie, transformant notre tragédie personnelle en force pour le bien. Les 2 femmes qui ont dévasté notre vie purgent aujourd'hui leur peine en prison. Mais au-delà de la justice légale, nous avons trouvé une forme de guérison plus profonde, celle qui vient de la reconstruction de soi, de la redécouverte de ce qui est authentique et précieux dans nos vies. Si je partage cette histoire avec vous aujourd'hui, c'est parce que je crois fermement qu'elle peut servir d'avertissement, mais aussi d'inspiration. Un avertissement contre la confiance aveugle, même envers ceux que nous croyons connaître le mieux. Une inspiration pour tous ceux qui traversent des épreuves similaires, pour leur montrer qu'il est possible de se relever, de recommencer, même quand tout semble perdu. J'ai 67 ans maintenant, et si quelqu'un m'avait dit il y a 2 ans que je déménagerais dans une nouvelle ville, que je recommencerais ma vie presque à zéro, j'aurais ri de cette idée absurde. Pourtant, c'est exactement ce que j'ai fait. Et dans ce processus, j'ai découvert que l'âge n'est qu'un chiffre, que la force intérieure ne diminue pas avec les années, mais qu'elle peut au contraire s'approfondir, s'enrichir de l'expérience et de la sagesse accumulée. Notre histoire est exceptionnelle par son ampleur et sa durée, mais elle n'est malheureusement pas unique. Combien de familles sont victimes de manipulations similaires? Combien de personnes vulnérables sont ciblées par des escrocs sans scrupules? Si mon récit peut aider ne serait-ce qu'une personne à reconnaître les signes avant-coureurs, à écouter cette petite voix intérieure qui nous avertit quand quelque chose ne va pas, alors ma souffrance n'aura pas été vaine. J'aimerais savoir d'où vous nous regardez. Êtes-vous à Paris, à Lyon, ailleurs en France, ou peut-être même à l'étranger? Avez-vous déjà fait face à une trahison similaire ou connaissez-vous quelqu'un qui en a été victime? Vos témoignages sont précieux. Ils créent une communauté de soutien et de vigilance
autour de ces problématiques trop souvent ignorées. Si mon histoire vous a touché, si elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Souvenirs de grand-mère. Chaque semaine, nous partageons des récits authentiques, des histoires de vie qui peuvent sembler extraordinaires et pourtant si réelles. Des histoires qui nous rappellent la résilience humaine face à l'adversité, la capacité de renaissance après les plus grandes trahisons. Votre abonnement est bien plus qu'un simple clic. C'est un soutien moral pour toutes ces personnes qui, comme moi, ont trouvé le courage de partager leur vécu dans l'espoir d'aider les autres. C'est aussi une façon de participer à cette mission de sensibilisation et de prévention que nous poursuivons. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos réactions, vos questions ou simplement un mot d'encouragement. Ces échanges sont le cœur battant de notre communauté. Ils créent des liens précieux entre des personnes qui ne se seraient peut-être jamais rencontrées autrement. Si vous avez apprécié ce récit, un j'aime serait également infiniment apprécié. Ce petit geste ne vous coûte qu'une seconde, mais il contribue grandement à la visibilité de notre chaîne et permet à nos histoires d'atteindre davantage de personnes qui pourraient en bénéficier. Je tiens également à vous informer que la production de ces vidéos quotidiennes représente un travail considérable et des coûts non négligeables. Si vous souhaitez soutenir notre mission de manière plus concrète, vous pouvez utiliser la fonction « Merci », une forme de don qui nous aide à couvrir ces frais et à continuer de vous proposer du contenu de qualité chaque jour. Votre générosité, quelle que soit son ampleur, fait une différence immense pour la pérennité de notre chaîne. J'aimerais connaître vos réactions face à cette histoire de double trahison. Qu'auriez-vous fait à ma place? Comment auriez-vous géré cette situation avec vos proches? Auriez-vous eu le courage de tout recommencer ailleurs, comme nous l'avons fait? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Chaque perspective enrichit notre compréhension collective de ces expériences complexes. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté mon histoire. Dans un monde où la méfiance et le cynisme semblent parfois l'emporter, votre écoute attentive, votre empathie, sont des cadeaux inestimables. Ils me rappellent que pour chaque personne mal intentionnée comme Isabelle ou Sylvie, il existe des milliers d'âmes bienveillantes, prêtes à tendre la main et à offrir leur soutien. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle histoire sur Souvenirs de grand-mère, parce que chaque récit de vie, même le plus douloureux, contient des leçons précieuses et la promesse d'un nouveau départ.